Ben, bonjour à tous et à toutes. D'abord, il faut situer un peu le propos. Tu l'as dit, moi, je suis ni sociologue ni universitaire, donc je vais vous demander un petit peu de compréhension sur le fond de mon propos, d'accord? J'ai fait mes recherches, je m'appuie sur les travaux de Aaron Trammell, Stewart Woods, entre autres. Mais voilà, donc je sais pas, c'est la première fois que je participe à un colloque, donc je sais pas si ça va être au niveau, mais voilà. Merci à vous d'avance, ok? Alors, le hobby gaming, bah, on va dire que c'est plus ou moins ce que vous voyez sur l'illustration. C'est des jeux très colorés dans des étagères qui n'ont rien à envier à ce qu'on pourrait voir dans les rayons d'une librairie. Il manque sans doute peut-être le jeu de rôle, les jeux de figurines et les jeux de cartes à collectionner pour vraiment montrer ce que c'est le jeu de société contemporain, le hobby gaming. Mais grosso modo, c'est ça. Voilà. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc de comment est-ce que le jeu de société contemporain, il a émergé. Merde, qu'est-ce que... Non, je voulais pas. Voilà. Il y a une petite remise en contexte, même si Vincent Maillet l'a déjà fait tout à l'heure, ça va m'épargner un peu de temps. Le hobby gaming, c'est une des émanations du jeu d'édition, donc qui est apparu vers le XVIIIe siècle. C'est les premières boîtes de jeux de société, donc des jeux de société en boîte, avec des illustrations figuratives, colorées, etc., etc. Le jeu d'édition, après, c'est scindé en plusieurs branches, c'est-à-dire que les éditeurs de jeux d'édition se sont installés tout au long du XIXe siècle, et ceux qui se sont installés au long du XIXe siècle, principalement des éditeurs américains du Massachusetts comme Parker, Milton Bradley, etc., ont donné après, dans les grandes surfaces alimentaires, les jeux mass market qu'on voit à gauche. D'accord? C'est en gros ce que vous retrouvez dans les supermarchés. Monopoly, Cluedo, Scrabble, etc. C'est pas du tout ce dont je vais parler aujourd'hui. Moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est les deux branches qui sont nées dans les années 50-60. Voilà. Donc, et qui ont donné naissance à après ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les boutiques de jeux spécialisés. C'est-à-dire que c'est deux évolutions culturelles très différentes. Les jeux mass market, c'est une culture manufacturée. Les jeux sont produits par des créatifs à l'intérieur des entreprises, chez les éditeurs, sont conçus comme des produits de divertissement à destination de publics bien identifiés. Les jeux à l'américaine et les jeux à l'allemande, comme on va le voir, résultent de bouillons de culture, enfin de microcosmes culturels très différents et se sont construits de manière très différente. Aujourd'hui, peut-être, on va le voir aboutir à une forme de culture manufacturée d'une autre espèce, mais voilà, en tout cas, leur évolution, et c'est ce dont on va parler, a été très différente. Donc, d'un côté, il y a les jeux à l'américaine, principalement qui vont naître avec les wargames aux États-Unis et en Angleterre, dans les années 50-60. Les wargames vont même donner naissance aux jeux de rôle. Des wargames et des jeux de rôle vont naître les jeux Ameritrash, qui sont des versions simplifiées de ces deux pratiques de jeu. Voilà. Et de l'autre côté, on a les jeux à l'allemande, donc qui vont naître en Allemagne, avec une culture très spécifique du jeu de société dont on va parler, vont évoluer vers les Eurogames, des jeux de gestion un petit peu experts, voilà, destinés à un public plus exigeant. Et donc, de ces jeux à l'américaine et de ces jeux à l'allemande, de leur fusion, vont naître ce qu'on appelle aujourd'hui de manière très large le hobby gaming ou le jeu de société contemporain. Toutes ces propositions sont maintenant réunies sous une même bannière, celle qu'on retrouve dans les boutiques de jeux spécialisés, tout simplement. Voilà. Alors, on va d'abord parler du jeu à l'américaine. Donc, le jeu à l'américaine, ça vient du Kriegspiel. Ça n'est pas en Amérique, ça naît en Autriche. Le Kriegspiel, c'était des simulations complexes, donc qui étaient destinées à modéliser le réel. C'était à la base destiné à la formation des officiers. Ça s'est développé tout au long du 19e siècle. Ça a eu un rôle prépondérant dans la guerre de 1870 où l'Empire germanique s'est construit grâce en quelques mois, en fait, les Autrichiens étaient sur Paris, alors que les Français avaient la mitrailleuse, qui normalement était censée leur faire gagner la guerre. Ben non, en fait, parce que les Prussiens, les Autrichiens s'étaient entraînés sur le Kriegspiel pendant presque les trois quarts du siècle. Stratégiquement, tactiquement, la prise de décision était bien plus rapide, et donc après, tous les états-majors s'y sont mis, et tout au long du XXe siècle, jusqu'à ce que ce soit remplacé par des modélisations numériques des champs de bataille, etc. C'est devenu des pratiques, voilà, en effet, chez tous les militaires du monde. Euh, Pendant la première moitié du XXe siècle, en fait, le jeu de guerre, le Kriegspiel, donc, il ne touche pas le grand public. Ça reste des pratiques, encore une fois, professionnelles, c'est-à-dire dédiées aux militaires seulement. Il ne se démocratise pas, si on peut employer ce mot-là. Il faut attendre parce qu'en fait, les gens sont occupés à faire la guerre, la première et la deuxième. Et entre les deux, ils n'ont pas trop envie de jouer à la guerre non plus. Voilà. Donc à partir des années 50, c'est principalement chez les Américains donc, qui ont peu connu la guerre sur leur sol. Il y a Pearl Harbor surtout, mais on va voir qu'il y a une très grosse différence là-dessus avec, par exemple, la culture allemande du jeu de société, qui a un rapport à la guerre très différent.
Donc, on peut dater, par exemple, en 1954, la sortie de Tactics de C.S. Roberts, qui est le premier, considéré comme un des premiers wargames en tant que jeu d'édition, c'est-à-dire vendu auprès du grand public, pas seulement comme un outil de formation des officiers. Euh, Comme on peut le voir d'un point de vue mécanique, sur le Kriegspiel, là en haut, sur l'illustration en noir et blanc, c'était de la modélisation très réaliste, jouée d'abord avec des figurines, puis après avec des petits pions sur des cartes géographiques. Il y avait un paravent au milieu pour les premières versions du Kriegspiel, etc. Le but, c'était d'avoir des simulations vraiment très, très complexes et précises pour reproduire le réel, la réalité. On retrouve ces mêmes intentions dans le wargame papier-carton comme Tactics, mais sauf que là, il faut que ça rentre dans une boîte et que ça ait un coût acceptable, et bah, du coup, c'est des petits pions en carton qui s'envolent quand on souffle dessus, mais on retrouve quand même toute la complexité, un nombre de cases incroyables sur le plateau, etc. Le wargame, il s'est développé dans des réseaux, donc dans les années 50-60, dans des réseaux communautaires qui, pendant toute la première moitié du XXe siècle, étaient initialement ceux du modélisme ferroviaire et du modélisme historique. On avait des petites figurines de soldats, mais on n'utilisait pas de règles pour jouer avec, c'était juste pour faire joli. Pareil pour les trains. Donc évidemment, ça se déploie auprès d'un public de classe moyenne et supérieure, qui ont des maisons en banlieue, il faut avoir une pièce dédiée pour faire du modélisme, ou mettre des dioramas gigantesques pour faire passer son train. Il faut aussi avoir les finances nécessaires pour pouvoir s'acheter, financer ce hobby, etc. Donc, c'est pas n'importe qui pratique le modélisme ferroviaire historique, et c'est de ces réseaux communautaires, donc va être sur ces réseaux communautaires que va se développer le réseau de la pratique du wargame. C'est donc des publics classe moyenne supérieure, blancs, etc. Rajoutons à ça un public qui a un fort capital culturel, mais qui socialement est un peu en décalage. C'est en gros les nerds des clubs du MIT, etc., etc., qui vont s'approprier le wargame et ensuite le diffuser. Les réseaux se développent par le biais de publications spécialisées comme Strategy and Tactics et Laval Hill General. À l'époque, c'est comme les fanzines, il y a des Opponents Wanted qui, géographiquement, dans les réseaux très proches, on trouve des opposants, des gens pour qui jouer avec nous. C'est avant Internet. Voilà, on jouait au Wargame, on en trouvait. Et comme ça, les réseaux se tissent à travers toute l'Amérique. Diplomatie, qui a été un des jeux les plus importants dans cette période-là, a été le premier jeu played by mail, joué par courrier. D'accord. Et les réseaux communautaires qui vont après être réutilisés par le jeu de rôle, puis vont donner la naissance des réseaux communautaires de jeux de société contemporains, sont nés de ces réseaux-là. Voilà. Par rapport au wargame, une des plus grosses questions qu'on pourrait se poser, en tout cas moi je me suis posé, c'est celle des biais historiographiques. Ok, on raconte la guerre, on raconte l'histoire, mais est-ce qu'on la raconte bien, est-ce qu'on la raconte de manière biaisée, etc. Il se trouve que ceux qui pratiquaient le wargame, ils ont été présentés comme étant souvent pro-guerre par les médias en Amérique. En fait, c'était pas tout à fait vrai, dans le sens où, en fait, au contraire, ils avaient beaucoup d'exigences critiques par rapport au traitement des périodes historiques. Vraiment, il y a eu des débats sur les fanzines, puis après sur les forums et sur les réseaux sociaux, mais la façon dont cet événement, cette bataille, etc., est retranscrite dans ce jeu, est-ce qu'elle est adéquate ou non, dans le sens elle est plus ou moins factuelle, etc. Vraiment, ils ont beaucoup d'exigences par rapport au traitement du sujet. Donc en fait, tout ce qui est propagande par rapport aux batailles, aux guerres, etc., ils avaient plutôt tendance à s'en écarter ou à ne pas vouloir rentrer. Au moment de la guerre du Vietnam, ça leur pose pas des soucis, mais on le leur reproche un petit peu. Voilà, ils ne rentrent pas dans les questions de propagande, de pro-guerre pour le Vietnam. En revanche, ce qui se passe, c'est que dans les années 60, il y a entre autres, par exemple, Le Seigneur des Anneaux qui est publié en poche vers 63-64 de mémoire, et donc qui est utilisé dans toutes les universités par la contre-culture contre la guerre du Vietnam, comme un pamphlet pacifiste, anti-technologique, anti-industriel. Voilà, on voit des pancartes Gandalf président, Frodo vie dans les manifestations. Et en fait, ces cultures de l'imaginaire, elles vont infuser auprès du même public de jeunes ados adultes qui pratiquent les wargames, qui sont des marginaux aussi, mais des marginaux éduqués, parce que le wargame, c'est un loisir très technique, c'est assez exigeant, hein, c'est pas du tout accessible. Et donc, ça va donner naissance par un rétrécissement des échelles tactiques, en fait. On a joué d'abord des armées sur l'échelle de continents, puis de pays, puis d'une bataille, puis d'une escouade seule, puis d'un seul personnage. Ok, plus ou moins, bon, je fais des gros raccourcis là, parce que l'histoire du jeu de rôle est plus complexe, mais en gros, c'est ça. Et ça, plus les cultures de l'imaginaire, vont donner naissance au jeu de rôle, en fait, qui ressentent cette pratique ludique qui l'a fait diverger vers une forme de jeu narratif plutôt que de jeu technique. Il y a toujours des règles de simulation, sauf que là, on veut simuler l'irréel, en fait. Par le biais de règles comme Chainmail, qui ont été designées par Edgar Gygax avant Donjons et Dragons, on s'attache à simuler l'irréel. Alors auprès de ceux qui sont fans de la restitution historique qu'on pouvait trouver dans le wargame, c'est une espèce d'hérésie, mais du coup, ça amène une diversification du public.
le public, il n'est plus le même. Voilà, pareil, l'accessibilité, elle n'est plus la même. On n'est plus obligé d'avoir les finances suffisantes pour s'acheter des tas de petits bonhommes pour jouer au wargame et avoir une pièce dédiée. Là, en fait, il suffit d'un manuel pour faire jouer 5 ou 6 joueurs. Souvent, il suffit d'un joueur pour expliquer les règles aux autres, même si les manuels sont costauds et le jeu reste technique. Ça reste plus accessible, donc le public se diversifie, en fait, voilà, à la fois en termes de genre et de classe sociale. Voilà. Une des spécificités du wargame et du jeu de rôle, c'est qu'il s'agit d'une réelle culture populaire, en fait. Populaire, communautaire, ça dépend de le sens où on entend. Culture populaire, pas dans le sens où elle est jouée par les classes populaires, mais dans le sens où, en fait, elle produit ses propres codes, qui ne sont pas donnés par les grands médias ou par une culture manufacturée, par des entreprises commerciales. Concrètement, c'est-à-dire les auteurs et autrices de wargames, enfin les auteurs, ils créent des wargames qui sont reçus par des joueurs qui tout de suite créent des variantes, de nouveaux scénarios, modifient les règles, les remettent dans le circuit du réseau communautaire qui donne lieu à de nouveaux jeux publiés, etc. etc. Et ce milieu-là communautaire donc, se construit culturellement comme ça. Le jeu de rôle, bah, par essence, c'est Corley David qui dit que le jeu de rôle est un média intercréatif. En gros, elle dit qu'elle place le joueur en position d'auteur d'un média qui échappe complètement, pareil, aux cultures manufacturées, aux grands médias. Des gens qui ne sont pas mis en position d'auteur la plupart du temps, là, créent de nouvelles règles, créent de nouvelles histoires. Et oui, ils créent quelque chose, ils créent de la fiction par le biais du jeu de rôle. Et donc pour eux, c'est vraiment un média, enfin pour elles, c'est vraiment un média intercréatif. Donc voilà. Je passe à la suite. Donc, du wargame et du jeu de rôle qui sont donc des jeux très exigeants, très techniques. Vous avez déjà vu une fiche de jeu de rôle, c'est beaucoup de lignes, de chiffres, on dirait un tableau Excel. En fait, le milieu de l'édition de ce jeu-là, du hobby gaming, va essayer d'en décliner des variations un peu plus accessibles. Donc, il y a quatre principales évolutions qui vont être le 4X, jeu de conquête, le jeu Tive. Le 4X, c'est pour Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Tout un programme politique en soi. Je veux dire là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'en faire une interprétation politique? Je ne suis pas certain. J'ai mis en dessous rhétorique impérialiste et normative, parce que oui, voilà, normative pourquoi? Bah, c'est plus pour parler des jeux de civilisation qui proposent des arbres technologiques où à la fin, quelle que soit la civilisation qu'on joue, même si celle-ci est plus ou moins matérialiste ou spirituelle, on finira par le plastique et aller dans l'espace, et les masses médias. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'alternative, ça on le sait. Le Dungeon Crawler, qui est en fait une version matérialiste du jeu de rôle, c'est-à-dire que ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans le jeu narratif, eh ben, on a réduit à ce à quoi on pouvait réduire à l'époque Donjons et Dragons, le porte-monstre trésor. C'est du jeu sur un plateau, on arrive dans une salle. Si certains connaissent la boucle OCR du game design, Objective Challenge Reward, qui génère de la dopamine, bah, voilà, on arrive dans une salle. Objectif, c'est je vois le coffre dans le fond de la pièce, et avoir le coffre. Challenge, je bats le monstre. Reward, j'obtiens le contenu du coffre. Généralement, c'est des objets qui me rendent plus puissant, que j'entasse dans mon inventaire comme un caddie. Voilà, je trouve des pièces d'or qui me rendent plus riche, d'autres des potions qui me rendent plus puissant, etc., etc. Dopamine. Il suffit d'avoir plusieurs pièces dans un donjon, et là, rien que de rentrer dans la pièce, j'ai de la dopamine. C'est facile. Hein. Et alors, ça finit par un final orgasmique, parce qu'à la fin du donjon, il y a un boss. Alors là, c'est incroyable. Bref, ensuite, on a aussi les deux autres déclinaisons qui, là, plus dans leur mode de production et de commercialisation, sont vraiment des variantes consuméristes de la fusion entre ces cultures de l'imaginaire et Wargame jeu de rôle. C'est le jeu de bataille avec figurines, Warhammer 40K, qu'on ne présente plus. Là, clairement, c'est une culture manufacturée parce que tous les symboles et les pratiques sont issus. Games Workshop travaille en intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils produisent les peintures, les figurines, les nouveaux manuels de règles. Ils ont été accusés par la Banque d'Amérique de surmonétiser leurs joueurs, donc ils se sont fait downgrader. Voilà, et en 2023, ils sont cotés en bourse, ils avaient un chiffre d'affaires de 470 millions de livres. Pour vous indiquer que ok, c'est peut-être un marché de geek, mais bah, voilà, c'est pas inaperçu quand même. Quoi. Si c'est un vrai impact économique, on peut considérer que c'est un vrai impact culturel, et donc politique en soi, ouais, je trouve. L'autre pratique, c'est les jeux de cartes à collectionner. Donc le plus connu, c'est The Magic the Gathering en 93. Pareil, là, ici, il s'agit d'une culture manufacturée, même si les pratiques sont communautaires, en fait, comme Warhammer et Warhammer 40K, les pratiques sont communautaires. Mais avec quoi jouent les joueurs? Avec une culture qu'ils ne créent pas eux-mêmes, comme dans le jeu de rôle. C'est vraiment, bah, tous les 3 mois, il faut acheter les nouveaux boosters. Et toute implication dans ces réseaux communautaires, elle a forcément une implication financière, consumériste. Donc, c'est pas anodin en termes de valeur politique, sociétale. De l'autre côté du monde, on a la culture allemande du jeu de société. Nuremberg a été au Moyen-Âge le cœur de la production de jeux et jouets en bois en Europe, puis en métal après la Révolution industrielle.
Alors évidemment, pareil, en première moitié du XXe siècle, ça s'effondre parce que il y a plus d'usines, voilà, l'Allemagne est battue, mais elle redémarre très vite puisqu'entre 48 et 53, elle décuple ses exportations. Donc c'est assez incroyable comment l'industrie du jeu et jouet en Allemagne se remet, et plus particulièrement celle autour de Nuremberg. Dès 1950 se tient la première Nuremberg Toy Fair, qui aujourd'hui encore est un des plus gros salons professionnels du jeu et du jouet dans le monde. Voilà. La particularité de la culture du jeu de société en Allemagne, c'est que donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a la Kriegsschuld qui est en fait l'expérience de la culpabilité collective du peuple allemand. En fait, on ne peut plus, comment dire, il est interdit d'avoir des symboles de guerre dans les jeux et jouets qui sont importés, des symboles nazis évidemment non, etc., etc. Donc le type de jeux de société qui vont naître après la Deuxième Guerre mondiale sont des jeux où on ne cherche pas le conflit, qui ne sont pas des jeux dédiés du tout à des geeks, des ados et des adultes, comme les pratiques qu'on voit dans le jeu américain. C'est au contraire des jeux de société destinés à la famille, d'accord? Mais sauf que c'est des jeux qui ne doivent pas exacerber le conflit, donc s'ils développent le jeu de parcours, le jeu de parcours, le jeu de course plutôt que le jeu de parcours, le jeu de course, le jeu de placement, le jeu d'enchères, le jeu de majorité, etc., qui sont une forme de conflit indirect, en fait. Euh, Ce qui se développe, ce qui fait la particularité de la culture allemande de jeux de société, c'est la culture de l'autorat. Aussi, on en a parlé un petit peu, mais en 79, on a la création du Spiel des Jahres, qui reste le prix du jeu de société. Bon, ça pousse plus la culture de l'innovation. La culture de l'autorat, oui, c'est représenté par la proclamation Coster en 88, proclamation du Sous-Bock, où à Nuremberg, il y a une demi-douzaine d'auteurs se retrouvent autour d'une bière et ils signent un Sous-Bock en disant, en fait, on refuse de signer un jeu avec un éditeur s'il ne met pas notre nom sur la boîte. Vincent en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un des marqueurs historiques de ça. En 91, la création de la Spiel-Autorenzuft, le plus ancien syndicat, enfin association, mais syndicat d'auteurs et autrices de jeux de société allemands. Voilà. Et en 2017, la création de la SAGE, son pendant francophone. On peut voir là, j'ai mis la photo qui est en bas à gauche, c'est l'Eschenspiel, qui est un des plus gros salons. En 2024, là, c'était 50 000 personnes par jour sur 4 jours. C'est pas du tout que des geeks, c'est vraiment un public familial. Il y a des joueurs du monde entier qui viennent parce que c'est le plus gros salon de jeux de société mondial, clairement. Mais c'est pas comme à la Gen Con, Indianapolis ou quoi. Là, c'est un public vraiment beaucoup plus divers qui vient au Spiel. Voilà. Euh, je me dépêche parce que je suis en retard. Les jeux à l'amende. Les jeux à l'allemande. Donc, les marqueurs. Je voulais prendre l'exemple de Catan et de Puerto Rico comme marqueurs de ce qu'on peut retrouver dans le jeu de société à l'allemande. En vrai, ce pas des marqueurs réellement représentatifs parce qu'il y a tout un tas de jeux familiaux dont je ne parle pas là. Vincent Berry en a parlé un petit peu avant, qu'on peut retrouver des thèmes anodins sur les animaux, la nature, etc., etc., des trucs qui ne parlent de rien. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les jeux qui sont valorisés par les geeks, enfin par les passionnés, par les joueurs, où c'est des marqueurs culturels pour ceux qui portent cette culture de l'innovation, ceux qui portent les tendances de ce bouillon culturel, de ce bouillon de culture. Eh ben, on y retrouve des rhétoriques d'une autre manière que celle des jeux à l'américaine, mais des rhétoriques impérialistes. Je veux dire, les colons de Catane, c'est un jeu de guerre économique. Les chevaliers s'y font pas la guerre, mais on essaie de s'y développer sur des territoires pour prendre des lieux d'extraction de ressources. C'est un jeu avec de la négociation, du commerce. Ça a tous les marqueurs de jeux de guerre économique. Puerto Rico et les colons de Catane, sur un autre sujet, se sont fait attaquer. Enfin, il y a eu des gros débats sur l'invisibilisation du colonialisme, enfin des autochtones dans les jeux, donc ça véhicule des valeurs colonialistes, etc. Ils se sont fait attaquer sur les forums principalement américains parce que là-bas, ces questions du colonialisme et de l'esclavage sont très vivaces. Mais en vrai, dans la communauté des joueurs passionnés à l'international, c'est passé plus ou moins inaperçu. Pour tout le monde, ce n'est qu'un jeu et le nombre de prix qu'ont gagné ces deux jeux est absolument incroyable. L'accueil critique auprès du milieu de jeux de société, des passionnés, est incroyable. Ce sont des très bons jeux. Je veux dire, Puerto Rico, il est beaucoup plus connu pour l'ordre du tour nouveau qu'il a amené que pour le fait qu'il a des disques marrons qui sont des esclaves à l'intérieur. Voilà. De ces jeux-là, il émerge les jeux de placement d'ouvriers. Il y a eu une première génération qui a été éduquée à des jeux innovants, réellement tactiques, réellement stratégiques, donc issus de la culture du jeu de société à l'allemande. Cette nouvelle génération, maintenant, elle est en demande de jeux plus complexes, plus exigeants. Ils veulent du grain à moudre. Et c'est là où naissent les jeux de gestion. Typiquement, donc, la mécanique de placement d'ouvriers. Donc on voit, ça ressemble à un tableau Excel, c'est Agricola. Jouer là-dessus, il faut le vouloir. Cognitivement, c'est une charge assez lourde quand même. En fait, le placement d'ouvriers, c'est très simple. Dans un jeu de placement d'ouvriers, on est le patron. C'est-à-dire que c'est à nous que bénéficie, même si c'est jamais explicite dans le jeu, c'est à nous que bénéficie l'efficience du système de production dont on a la charge. On est en charge de l'optimisation d'un système de production. On prend des ressources, on les transforme pour les transformer soit en pièces d'or de manière explicite ou en points de victoire, etc., etc.
Donc encore une fois, c'est des valeurs capitalistes qui sont transmises par ces jeux sous l'air anodin de petits jeux où on a des bœufs et on doit nourrir sa famille dans Agricola. En conclusion, je suis pas trop mal, c'est OK? Je suis en retard, je suis au bout, vite. Au début des années 2000, donc ce qui se passe, c'est que ces deux mouvements, jeux à l'allemande et jeux à l'américaine, restent quand même ancrés dans leur zone géographique jusqu'à l'avènement d'Internet, où forcément, là, il y a une mondialisation culturelle qui intervient. Les gens se rencontrent, voilà, les passionnés de jeux de société, les professionnels et joueurs se rencontrent sur des forums comme Trick Track en France, mais surtout sur Board Game Geek, voilà, qui reste la plus grosse base de données de jeux de société. Qu'est-ce qu'on peut constater 20 ans après? C'est que là, par exemple, c'est le top 10 des jeux les mieux notés sur Board Game Geek. Qu'est-ce qu'on y voit? Brass, une simulation industrielle, comme il existe 9000 autres références dans la base de données de Board Game Geek. Voilà, jeu d'expansion industrielle, optimisation de moteurs de production, Terraforming Mars, ou pareil, on va terraformer Mars parce que à quoi bon proposer des jeux qui vont essayer de sauver la planète, autant changer de planète. Sur les questions écologiques, on a des jeux nature, des jeux comme Ark Nova où on a des animaux en couverture, mais qui posent jamais la question des relations entre l'humain et l'animal. C'est toujours soit des jeux verts où on idéalise la nature, il y a toujours une séparation entre nature et culture, où la culture c'est l'humain, voilà, et la nature elle est à côté. D'ailleurs, dans la plupart, il y a des animaux déjà disparus, donc on se demande à quel point on est. Voilà. Et donc, sur la plupart, c'est des jeux de conquête, des jeux d'impérialistes. On retrouve un Dungeon Crawler, Gloomhaven, je ne vais pas revenir. On peut noter quand même la présence de Spirit Island, qui est le seul jeu actuellement, un des seuls jeux où on est dans la peau du colonisé, où il y a des colons qui arrivent sur notre île, et c'est un jeu coopératif. Alors, c'est assez exigeant, c'est un gros jeu. Mais du coup, on est en position de résister à la colonisation. Voilà, c'est le seul indique. Voilà. Sur quoi il faut revenir très 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 vite. Actuellement, ouais, il y a un jeu sur 10 seulement qui est coopératif, mais je crois qu'il y a une communication plus tard qui en parle, donc je ne vais pas m'attenter là-dessus. Juste si on considère, allez, admettons qu'il y a des vertus prosociales au jeu coopératif, sans vouloir l'idéaliser non plus, actuellement, le fait qu'il n'y ait qu'un seul jeu sur 10 qui est coopératif et que les 9 sur autres soient compétitifs, c'est quand même pas anodin de ce que ça dit du paysage de politique qui est promu par le jeu de société. Moi, ce que j'en retiens surtout, c'est dans la vision de la réalité qui est proposée par le jeu de société contemporain. Encore une fois, celui de boutique spécialisée. Hein, je ne parle pas du tout des jeux de supermarché. Hein. C'est que c'est du jeu majoritairement escapiste, dans le sens où quand la réalité est mise en jeu dans ces jeux-là, elle est toujours idéalisée, en fait. Et sinon, on a de plus en plus tendance à rester sur les mouvements des premiers temps, c'est-à-dire la fantasy, la science-fiction, les cultures de l'imaginaire. On refuse d'aborder le réel. C'est un divertissement, oui, où on va parler d'autres choses, on va s'évader, etc., etc. La relation au réel, elle n'est pas là, et ce qui l'handicape pour devenir un média réellement critique, politique, voilà, qui voudrait dire des choses. Enfin, il est très difficile, et on en parlera peut-être ce soir avec le manifeste, dans un contexte qui est celui-ci, d'utiliser le jeu de société comme un moyen d'expression pour un auteur ou une autrice. Voilà. Et je m'arrête là, parce qu'après on en reparlera. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est possible. Et c'est vrai, on peut subvertir ces récits-là, les cultures, l'imaginaire et tout. Les littératures de science-fiction sont utilisées à des fins contestataires et de réflexion sociale depuis longtemps. Je ne suis pas certain que ce soit la majorité des jeux, les jeux de conquête, de science-fiction, etc., qui essayent de faire passer en sous-texte des propos. C'est vraiment pas le cas de la majeure partie d'entre eux. Mais je suis d'accord avec toi que, à mon sens, c'est tout à fait possible. C'est au sens des colis piégés dont parlait qui déjà Deleuze, voilà, c'est ça. Oui, tu peux faire des œuvres plutôt consensuelles qui, en fait, en sous-texte, sont subversives et essayent de véhiculer d'autres valeurs. C'est évident que tu peux. Moi, ce que je voulais pointer dans la relation au réel, c'est vraiment que juste parler de la réalité, en fait, c'est pas ce qu'on cherche dans un jeu. Donc, pour moi, c'est ce qu'on lui attribue comme fonction sociale. Et ça, pour moi, c'est très grave. Enfin, très grave, j'exagère. Bon, c'est dommage. On regarde de ce qu'on permet à d'autres médias, la littérature, le cinéma, etc. Par rapport à ce dans quoi on a enfermé le jeu de société, il me semble. Alors, je ne peux qu'être d'accord avec toi là-dessus. C'est un constat qu'on fait depuis longtemps avec d'autres acteurs du milieu, notamment ceux du prix Lizzie Maggie, etc. Pour moi, il y a vraiment deux pratiques de la création de jeux de société très différentes, enfin deux, il y en a plus, mais entre le serious game et le jeu d'édition.
c'est deux milieux qui se regardent très mal, enfin, ou en tout cas qui ne se parlent pas. Le jeu d'édition considère que le serious game, excusez-moi pour le raccourci que je vais faire, hein, ça va être moche, mais tant pis, que le serious game, généralement, il manque de compétences en game design, mais à l'inverse, ceux qui font du serious game, ils portent des propos, et le milieu du jeu d'édition, lui, il est complètement handicapé là-dessus. C'est-à-dire que le jeu d'édition, voilà. Donc, pour moi, il y a une vraie rencontre à faire entre ces deux milieux-là, et le fait qu'il y ait plusieurs personnes, du milieu du jeu d'édition aujourd'hui montre que c'est en train de se faire, il me semble. Parce que moi, vraiment, je suis du milieu du jeu d'édition, hein, et de quelques acteurs aussi derrière, le manifeste métaludique. Il y a un vrai problème là-dessus. Enfin, c'est dommage, il y a une vraie rencontre à faire entre les réseaux universitaires, les game designers de Serious Game et d'autres, et les game designers de jeux d'édition. Mais en fait, on travaille tous autour de la même matière, autour du même média. Pour moi, il y a des clivages théoriques là-dessus sur la définition du jeu au centre de la question, mais c'est un autre débat. Alors moi, tel que je vois le truc, du peu que j'ai étudié l'histoire du jeu de société, il me semble que c'est une pratique qui a toujours été là, à toute petite marge du paysage du jeu d'édition. Il y avait déjà des jeux engagés au temps du jeu de loi, etc., etc. Le seul problème, c'est que ça reste une toute petite marge. Les deux jeux que tu cites ont été édités par le même éditeur, qui pratique les coproductions en France depuis 10, 13 ans, je ne sais plus, mais ça reste une exception, en fait. Et quand on parle de jeux engagés, c'est une façon aussi, moi j'ai envie de dire, en fait, est-ce qu'on dit d'une œuvre, encore une fois, à faire la comparaison, est-ce qu'on dit une œuvre littéraire au cinéma qui porte un propos, qu'elle est forcément engagée? Non, on dit juste qu'elle porte un propos. Dire qu'il s'agit de jeux engagés, dans le cas de Naeko, oui, c'est vraiment un engagement radical, politique, etc. Mais c'est aussi décrédibiliser le fait qu'on fasse autre chose que du divertissement. On pourrait avoir des propos sur l'existence, sur d'autres notions, la notion du regret, des actes manqués, la philosophie, la liberté, l'amour de soi, je sais pas, plein de choses qui ne sont pas forcément engagées, mais qui emmèneraient le jeu de société vers autre chose que la science-fiction dans l'espace où on se combat avec des vaisseaux. C'est des caricatures ce que je dis, mais enfin, pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est pas balbutiant en train d'émerger. Pour moi, ça a toujours été là, mais dans une portion congrue et trop limitée. Voilà. Parce que pour moi, les jeux engagés, ils prêchent que les convaincus, en fait, pour la plupart. Encore une fois, je fais des raccourcis, mais voilà, il y a différentes formes de conscientisation par le jeu. Le collectif Homo Ludens, qui va intervenir plus tard, a fait un super papier là-dessus dans Sciences du jeu. Il y a des jeux de sensibilisation, de vulgarisation, de conscientisation, etc., etc. On retrouve tous ces degrés-là de jeux qui essayent de porter des propos, mais dans différents paysages du jeu. Les jeux persuasifs, les jeux engagés radicalement. Oui, il y a des jeux engagés comme ceux qu'on cite. Voilà, moi c'est Madame, par exemple, qui est un jeu d'incapacitant, de conscientisation. Dans les boutiques de jeux de société, les gens, ils ne voulaient pas le mettre en boutique. Ils disaient, mais à qui je vais vendre ça? C'est clair. Voilà, donc il y a vraiment des décalages là-dessus. Voilà, encore une fois, il me semble. Comment on crée des espaces C'est la vraie pour question. que ça puisse C'est exister. la seule et unique vraie question, la finance. Pardon, hein, mais voilà, je suis d'accord avec toi. Alors, pour le sujet des études, pour ta première question, juste te réponds très vite. Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec Vincent et Vincent à un moment, qui était, mais finalement, tout le monde finit par parler de Paper Please. Et en fait, le visibiliser dans les études, ok, mais on risque de finir là-dessus. Parce que, voilà, pour moi, il faut permettre avant tout à beaucoup plus de jeux d'être produits, de jeux de ce type-là, qui disent des trucs différents, qui essayent de faire des trucs différents. Là, si on parle toujours des 5 mêmes, on va voilà, on va nulle part. Donc, oui, il faut, mais pour ça, donc, pour revenir à ta deuxième question, il faut non seulement des espaces, mais surtout des fonds pour permettre à ce genre de jeu. On en discutait ce midi avec les gens du manifeste. Et il faut des fonds pour que des subventions publiques pour parvenir à de l'art game ou d'autres choses d'advenir. Parce que ce midi, on se disait, mais pourquoi on ne montrait pas une maison d'édition entre auteurs pour faire des projets expérimentaux? Je dis, ah ouais, comment on vit? Parce que ça va être acheté par 12 personnes. En gros, moi, je travaille, j'ai des factures. Comment on fait, quoi? L'engagement, c'est bon, j'ai 47 ans, voilà, on peut pas faire ça au bout d'un moment. Donc, les questions, elles sont très concrètes, en fait. Et pour que ces trucs adviennent, il faut qu'il y ait des subventions culturelles. Pour ça passe, à mon avis, avant tout par la reconnaissance légale et administrative du jeu de société en tant qu'œuvre de l'esprit objet culturel. On l'a un petit peu, les associations professionnelles y travaillent, la SAGE également. Maintenant, on a notre case à l'URSSAF. On n'est toujours pas reconnu dans le code de la propriété intellectuelle, ni dans le code de la sécurité sociale, etc. Ça peut advenir si, au niveau du coup, plutôt que gouvernemental, légal des textes, s'il y a des initiatives locales, du coup, entre les universités, les DRAC, etc., il se passe des liens vers les collectifs d'auteurs, les éditeurs, et qu'il y a des projets d'art game ou des projets différents qui voient le jour, mais par le bas. Là, il y aura de plus en plus d'exemples parce qu'ils pourront être financés par du fonds public, mais par le bas. Et là, ce serait chouette parce que ça va rentrer par les pratiques et après, ça ne pourra qu'être avalisé par la législation, il me semble. Peut-être un peu utopique, mais peut-être.